Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le G20 compte un nouveau membre permanent. L'Union africaine a officiellement intégré le groupe des 20 à l'ouverture du sommet ce 9 septembre. Jusqu'ici, le continent n'était représenté que par l'Afrique du Sud. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Maroc après le séisme meurtrier. Plus de 1000 personnes sont décédées selon le ministère de l'Intérieur. Les forces armées royales ont été déployées d'urgence sur instruction du roi Mohamed VI. Et puis la liste du gouvernement de transition dévoilée au Gabon. Il est composé de 26 ministres, dont 5 femmes. Les détails à suivre dans ce journal. L'Union africaine rejoint officiellement le groupe des 20. L'UA siège désormais à la table des membres permanents. Le président en exercice de l'organisation, Azali Assoumani, y a pris place ce samedi 9 septembre lors de l'ouverture du sommet du G20 organisé en Inde à Meneji. J'invite le président de l'Union africaine à prendre place en tant que membre permanent du G20. Le 9 septembre 2023, l'Union africaine est officiellement devenue un membre permanent du G20, l'instance rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. L'adhésion de l'institution panafricaine au groupe des 20 en tant que membre permanent devrait, selon certains leaders africains, renforcer la voix des pays du Sud et de l'Afrique sur des questions telles que la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et l'endettement des pays en développement et des marchés émergents. Je me réjouis de l'entrée de l'Union africaine au G20. Cette adhésion pour laquelle nous nous sommes mobilisés offrira un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en faveur du continent et pour son efficace contribution à relever les défis mondiaux. Représentant 80% du PIB mondial, 60% de la population de la planète et 75% du commerce international, le G20 est le principal forum de coopération économique internationale. Il joue un rôle important dans l'élaboration et le renforcement de l'architecture et de la gouvernance mondiale sur toutes les grandes questions économiques internationales. Avec cette adhésion, l'Union africaine devrait mettre en place des mécanismes de travail permettant aux pays africains de s'intégrer pleinement dans des réflexions efficaces visant à contribuer dans le relèvement des défis mondiaux. Cette adhésion est une victoire et pas un don. L'Afrique a dû batailler pour démontrer de manière assez claire sa place dans la lutte contre le changement climatique et la place de l'Afrique en tant que continent, en tant qu'entité, à la place de la décision. Et non seulement la décision sur les questions climatiques, mais également sur les questions du monde. Aujourd'hui, il y a une grande bataille entre le pôle du BRICS, qui commence à prendre son émergence, et le monde traditionnel tel qu'on l'a connu avec son leadership. Et je crois qu'aujourd'hui, ce geste de charme est, pour ceux qui pensent pouvoir le céder, une manière d'amadouer l'Afrique, mais pour l'Afrique qui vient de gagner cette bataille, une façon de se faire admettre à la table pour être en mesure de participer aux décisions et non être un plat autour de la table. Établie à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, l'Union africaine compte 55 membres et totalise 3 000 milliards de dollars de PIB. Le continent n'était jusque-là représenté au G20 que par un seul État, l'Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa s'est dit ravi de la place offerte à l'Union africaine. La terre a tremblé au Maroc. Un séisme de magnitude 7 est survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre dans l'ouest du pays. L'épicentre de ce séisme a été localisé dans la province d'Al Haouz, située au sud-ouest de la ville de Marrakech. Depuis, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Le ministère de l'Intérieur déplore le décès de plus de 1000 personnes. La communauté internationale se mobilise pour apporter son soutien. Samantha Sabirou-Sabouang. Plus d'un millier de victimes et des centaines de blessés. C'est le bilan provisoire d'un séisme d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter qui a frappé le centre et le sud du Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Plusieurs bâtiments historiques, des routes, des voitures et d'autres biens ont été endommagés, sémant la panique dans les provinces et municipalités d'Al Haouz et de Chichaoua, non loin de Marrakech, de Taroudan, d'Ouarzazate et d'Azilal, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur.
Les gardes royales, les forces de défense et de sécurité intérieure et le personnel soignant sont à pied d'œuvre pour porter secours aux blessés et évacuer les cas de décès. Tous les blessés sur le terrain sont pris en charge pour les premiers soins au fur et à mesure que les opérations continuent. Le séisme ayant pour épicentre la province d'Al Haouz, au sud-ouest de Marrakech, aurait également été ressenti dans la capitale Rabat, ainsi qu'à Casablanca, Agadir et Essaouira. Des centaines de personnes ont quitté leur domicile et ont afflué vers d'autres localités pour se prémunir contre les répliques. Des messages de compassion affluent du monde entier. L'Union africaine, les pays membres du G20 réunis en sommet ce 9 septembre et d'autres membres de la communauté internationale indiquant leur soutien au Maroc. J'ai appris avec une grande douleur les conséquences tragiques du séisme qui a frappé le royaume du Maroc. J'exprime mes profondes et sincères condoléances à Sa Majesté le roi Mohamed VI, au peuple marocain et aux familles des victimes. Suite à ce séisme qui a touché plusieurs villes du Maroc, la Fédération royale marocaine de football a annoncé le report du match qui devrait avoir lieu samedi 9 septembre 2023 entre sa sélection nationale et celle du Libéria, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Rappelons qu'en 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l'échelle de Richter avait secoué la province d'Al Hoceima, au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et entraînant d'importants dégâts matériels. Dans l'actualité également, la transition se met progressivement en place au Gabon. La composition du gouvernement est désormais connue. Elle a été dévoilée ce 9 septembre, soit 2 jours après la nomination de Raymond Dongsima au poste de Premier ministre de transition. La veille, la charte de transition a été rendue publique au journal officiel. Elle liste les objectifs fixés par le CTRI, dont la refondation de l'État. Écoutons à ce propos le chef du gouvernement. Le gouvernement de la transition est composé ainsi qu'il suit. Premier ministre et chef du gouvernement de la transition, M. Raymond Dongsima. Ministre. Ministre de la réforme des institutions, Mme Muriel Mikoué, épouse Minta. Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, M. Régis Onangan Ndiaye. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, M. Paul-Marie Ngonju. Ministre de la Santé et des Affaires sociales, Professeur Adrien Mongongu. Ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, Madame Camélie Antoutoum Leclerc. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Professeur Hervé Ndoum Essingon. Ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, Madame Solange Ndiaye. Ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Monsieur Raphaël Ngazouzé. Ministre des Travaux publics, Monsieur Flavien Nzengi Nzundu. Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, M. Ludovic Meunier. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-François Kandjikombe, analyste politique. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, les contours de la transition se dessinent un peu plus au Gabon avec la nomination de nouveaux membres du gouvernement, la publication de la charte. Le nouveau gouvernement est composé de 26 membres, dont 5 femmes. La liste n'est-elle pas trop longue pour un gouvernement dit de transition ? Alors, pour répondre à votre question, il faudrait le replacer dans le contexte et revenir peut-être aux fondamentaux, 1 ou 2 fondamentaux. Le premier fondamental, c'est que tout ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, depuis le coup d'État, est regardé avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'espoir dans la sous-région et peut-être plus largement en Afrique. Et la question de la forme du gouvernement, en tout cas du nombre de ministres, est une question de consensus. Dans le contexte où nous sommes, nous n'avons peut-être pas le temps de le dérouler ici, mais le général Oligui a fait avec ses frères d'armes, il a posé un acte qui répondait à quelque chose,
qui était une sorte de coup d'État permanent, constitutionnel, avec révision de la Constitution, modification de la Constitution, la prise de tout un pays en otage, fraude électorale massive, etc., etc. La mise au pas des institutions, et ça on le connaît en Afrique centrale, et moi je suis centrafricain notamment, et on le connaît notamment en République centrafricaine. Et donc il y a une situation nouvelle. Et dans cette situation nouvelle, il y a, peut-être que nous y reviendrons tout à l'heure, un consensus de la société gabonaise qui est en train de se dessiner et qui est d'ailleurs l'élément qui fait espérer dans ce qui est en train de se passer au Gabon. Et en tant que centrafricains et fils d'Afrique centrale, nous avons tous intérêt à ce qui se passe au Gabon réussisse. Ce processus réussisse et il a bien pris le chemin de la réussite. Et s'agissant des membres du gouvernement, je note surtout, au-delà du nombre, qu'il y a une sorte de principe d'inclusion qui a gouverné la formation de ce gouvernement. On retrouve d'anciens ministres de l'ancien système, on retrouve des membres de l'opposition, on retrouve des gens de la diaspora. Donc il y a vraiment un processus vertueux qui est en train de se dérouler et attendons de voir la suite. Justement, la suite, ce sera une modification de la Constitution. Est-ce qu'elle est légitime selon vous ? Mais la question de la légitimité, c'est une question extrêmement importante que vous posez. Et elle ne se pose pas seulement pour le Gabon. Oui, parce qu'on a vu que c'est un peu le mode opératoire des juntes. Le Mali, le Tchad. C'est pas exactement les mêmes situations. Le Mali, du début, le premier coup d'État, on peut le comparer à ce qui se passe au Gabon, parce que j'ai coutume de dire qu'il ne faut jamais oublier l'ordre de déroulement des choses. Il y a un fait qui est posé, il y a un autre fait qui est posé, qui répond au premier fait. Dans le cas du Gabon, ce qui s'est passé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a eu un coup d'État constitutionnel, un coup d'État permanent. Et lorsqu'on dit coup d'État constitutionnel, on a tendance à focaliser sur un texte. C'est simplement la modification d'un texte. Mais en réalité, non. C'est un changement profond de régime qui ne regarde plus à l'intérêt de la population, un régime qui se militarise, en tout cas devient un régime oppressif et répressif, avec tous les moyens de l'État qui sont dirigés pour la répression des citoyens, de l'opposition, de la société civile, etc. Et donc il faut bien avoir ça à l'esprit lorsque on apprécie un coup comme celui qui a été fait au Gabon. Ce coup, il répond à ce qui a été fait. Vous savez, en droit international, il y a ce qu'on appelle la réponse à l'illicite. Il y a un fait illicite, contraire à la loi, qui est posé au départ. Le deuxième fait, qui est contraire à la loi également, qui est posé pour répondre à celui-ci, est légitime. C'est peut-être un contournement de votre question, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le peuple gabonais est la seule mesure de la légitimité de ce qui s'est passé. Et le peuple gabonais s'exprime depuis le premier jour en faveur de cela. On a entendu des mots qui sont des mots extrêmement forts. Libération, ça montre dans quelle profondeur, dans quel abîme le peuple gabonais se trouvait avant ce coup-là. Parlait de révolution de palais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme ? Alors, c'est un terme, il est dans son rôle d'opposant. Mon collègue Ondosa, il est dans son rôle de premier opposant, mais il faut observer sur le long cours. Il a prononcé ses paroles immédiatement, après le coup. Ensuite, il a eu un long entretien avec le président de transition. Et dans le dernier interview qu'il a donné, il a plutôt donné un autre signe. Il s'est réjoui du fait que les personnages, les pires, du clan Bongo ait été dégagé par ce coup d'État, et il a dit très clairement que l'opposition devait participer au mouvement pour continuer et amplifier ce mouvement-là. C'est-à-dire que l'opposition accepte cette transition. L'opposition, si j'en crois ce que M. Ondosa dit, l'opposition va participer à la dynamique. Et ça fait partie d'un de ces éléments forts, je crois, de cette transition-là. Je dirais même pas de ce coup d'État, parce que le coup d'État n'est qu'un moment qui permet cette transition-là. Et la manière dont cette transition est en train de se dessiner, avec un certain nombre d'actes forts de la part du président de transition, mais d'actes forts également de la part de l'opposition, d'actes forts de la part de la présidente de la Cour constitutionnelle, qui a présenté... Elle a été démise de ses fonctions. Qui a été démise de ses fonctions, mais surtout qui a présenté ses excuses au peuple gabonais. Elle était restée longtemps en place. Et donc, il y a toute une série d'actes
qui m'apparaissent comme étant des actes d'assainissement. Et ces jalons-là qui se posent sont des jalons, je disais tout à l'heure, vertueux, et je crois dans cette transition. Une transition, par contre, dont on n'a pas la durée. Est-ce qu'on a des pistes ? Alors, ce que j'observe, c'est que la charte de transition a été adoptée très rapidement. Dans le contexte tel qu'il se présente aujourd'hui au Gabon, il s'agit de construire un consensus. Et c'est ce consensus-là qui va être la base de la transition. Et la charte de transition est un acte qui a été pris unilatéralement par le chef de l'État de transition. Il n'est pas exclu, si on regarde d'autres expériences, qu'il puisse y avoir des actes additionnels à l'acte de transition. Et je crois que des consultations sont en train d'être menées. Et le résultat de ces consultations-là permettra peut-être d'apporter des amendements ou de ne pas apporter des amendements. Parce que aujourd'hui, on réfléchit à la question de la fin de la transition, la durée de la transition et des personnes qui se présentent à la transition comme s'il y avait une sorte de loi suprême d'airain qui aurait été posée. Cette loi n'existe pas. C'est le consensus des acteurs qui fait qu'on exclut un tel ou qu'on fixe le délai de transition à un tel, et il faut laisser les consultations telles qu'elles sont en train de se dérouler, et puis les acteurs gabonais sont les premiers, et je leur fais confiance pour pouvoir trouver la bonne solution. Il y a eu des consultations, en tout cas vous en parliez avec le président Faustin Archange Touadéra, qui a été mandaté par la CEAC pour assurer la médiation avec la junte. Les deux parties se seraient entendues pour l'élaboration d'une feuille de route pour un retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les contours de ce document ? Alors, avant d'en arriver au document, je ne peux pas ne pas signaler quand même que c'est une ironie formidable du sort, que celui qui vient en envoyé de la CEAC, ce soit le prototype même de la gouvernance contre lequel ce coup a été fait au Gabon. Il a modifié la Constitution, il a triché à des élections, il a mis toutes les institutions de l'État à ses pieds. Et le coup d'État constitutionnel, c'est celui-là. Il se trouve qu'il est président de la CEAC, président en exercice, donc de la CEMAC. Donc il était normal qu'il puisse être envoyé, mais je dirais qu'en allant au Gabon, il a observé peut-être par anticipation ce qui pourrait être son sort, qu'on pourrait souhaiter en République centrafricaine. Mais s'agissant de la feuille de route, moi ce que je crois, c'est que la première feuille de route, ce sont les acteurs gabonais qui doivent la définir. Ils ont déjà anticipé, ils l'ont déjà fait. Et ils ont montré que malgré ces décennies de dictature, ces décennies d'une dictature qui a tenté d'éliminer par tous les moyens les hommes capables sont toujours là, et les femmes capables sont toujours là. Et donc je crois beaucoup plus à ce qui est en train d'être fait par les acteurs gabonais qu'à une réaction de la CEAC. D'ailleurs, il faut observer que la CEAC ne dispose pas des moyens de la CEDEAO pour faire ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas d'intervenir militairement. Non, parce que la CEDEAO a un protocole. Il y a une volonté juridique qui a été inscrite dans un protocole, dans une convention qui a été signée par tous les membres de la CEDEAO. C'est le protocole sur la bonne gouvernance et sur la démocratie. L'équivalent n'existe pas dans le cadre de la CEAC ou de la CEMAC. Donc en Afrique centrale, ceci n'existe pas. Donc tout ce processus est assis simplement sur une volonté politique, et il n'y a pas d'engagement formel, parce que s'il y avait engagement, beaucoup de pays, dont le pays d'où vient le médiateur, beaucoup de pays auraient eu à répondre des actes qu'ils ont posés hier, notamment. Donc il faut souhaiter que la CEAC laisse la marge de liberté nécessaire et donne la confiance qui est nécessaire aux nouvelles institutions pour qu'elles continuent à avancer sur la bonne voie qu'elles ont empruntée. Et une des choses qui est marquante à mes yeux, c'est la manière consensuelle
dont ce coup d'État et cette transition est en train de se dessiner par rapport à d'autres coups d'État et d'autres transitions que nous connaissons très bien en Afrique, mais que nous n'avons pas le temps ici d'explorer, qui sont plutôt des coups d'État, des transitions heurtées, des transitions qui ont besoin d'activer la confrontation, la haine parfois. Ce qui est en train de se passer au Gabon... c'est vraiment pour mettre fin à une dynastie aussi. Et pour mettre fin à une dynastie, mais pas totalement. Parce que ce que je lis dans ce qui est en train de se passer, c'est que le président de transition a une volonté de réunir tous les Gabonais, y compris ceux de l'ancien régime, mais débarrassés des pratiques de l'ancien régime. Et c'est peut-être cela qui peut sauver le Gabon, qui peut sauver cette transition et qui peut justement permettre d'arriver à une démocratie sereine. À la fin de cette transition-là, on espère avoir réglé la question de la durée de la transition. En parlant d'ancien régime, est-ce que le président déchu, Ali Bongo Ondimba, pourrait s'exposer à des risques de poursuites judiciaires? On a rapporté dans les médias que des valises de billets ont été filmées chez des proches de l'ancien dirigeant. Est-ce que l'ex-chef de l'État, est-il à l'abri de poursuites judiciaires pour enrichissement illicite? Il n'est pas à l'abri. De la même manière qu'avant même qu'il soit démis de ses fonctions, il faisait déjà l'objet de procédures judiciaires concernant des biens mal acquis. Donc il n'est pas à l'abri de cela. Ce que j'observe, c'est que si procès il y a et si poursuite il y a, cela se fera dans une atmosphère de sérénité. Parce que la décision qui a été prise de le laisser libre de ses mouvements et d'aller se soigner notamment, est une décision qui donne l'espoir qu'il n'y a pas dans le mode de règlement de la question de l'ancien président une forme de haine ou d'inimitié. Il doit répondre. S'il doit répondre, il répondra des actes qu'il a posés ou des actes qu'il a tolérés qu'ils soient posés, comme d'autres personnes de ce régime-là. Et le mieux, me semble-t-il, si jamais il devait être poursuivi par la justice, que ce soit la justice de son pays, la justice du Gabon, parce que nous avons besoin dans ce contexte-là également d'exemplarité et que les victimes, puisque c'est tout un pays qui a été pris en otage pendant très longtemps, et donc que les victimes assistent au fait que justice passe. Merci Jean-François Kandji-Combé d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, il avait 95 ans. Mangosuthu Buthelezi s'est éteint ce 9 septembre. Cette figure de la lutte anti-apartheid a marqué la vie politique sud-africaine. Il a été le fondateur et président du parti Zulu Inkatha, un parti lancé en 1975 et à l'origine de violences marquantes dans les années 1980 et 1990. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué la mémoire, je cite, d'un formidable dirigeant qui a joué un rôle important dans l'histoire de notre pays pendant 7 décennies. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.